Al-Andalus, l'Espagne musulmane. Les musulmans conquièrent donc très rapidement la presque totalité de l'Espagne, sauf la région de la Cantabrique, région pauvre et montagneuse, donc peu attrayante. Cependant, la présence musulmane demeura faible dans le nord, comme en Galice et le long de la Meseta. L'Espagne musulmane sera appelée Al-Andalus. Ce nom serait dérivé des mots wisigoths Landla House, qui signifie attribution des terres par tirage au sort, le nom utilisé par les Wisigoths pour désigner l'Espagne. Al-Andalus sera initialement considéré comme une province dépendant du califat de Damas et dirigée par un gouverneur. En 756, le califat fut transféré à Bagdad et Al-Andalus devint un émirat semi-indépendant avec Cordoue comme capitale. En 929, l'émir Abd al-Rahman III se déclara calife, donc commandeur des croyants, rompant ainsi tout lien avec Bagdad. Le califat dura jusqu'en 1031, lorsque Andalus se fractionnera en plusieurs petits États indépendants nommés taïfas. En 1238, il ne reste plus que le petit État musulman de Grenade, vassal du royaume catholique de Castille et qui durera jusqu'en 1492. Sur le Camino Frances, on ne retrouve pas de monuments datant de l'époque de la domination musulmane, notamment parce que le nord du pays n'est pas resté longtemps sous le contrôle d'Al-Andalus. Par contre, les chrétiens vivant sous la domination musulmane dans Al-Andalus et surnommés Mozarabes développèrent un style d'architecture qui combine des éléments décoratifs arabes avec des styles romans et gothiques en vogue dans les pays chrétiens. Ces Mozarabes émigrèrent à certaines époques hors d'Al-Andalus pour se réfugier dans les territoires environnants contrôlés par les chrétiens, et ils y construisirent des églises avec des éléments mozarabes, notamment l'arc polylobé, comme à Siroki, dans l'église gothique de San Román, ou à Estella, comme dans celle de San Pedro de la Rua. L'influence mozarabe se fait aussi sentir dans les nervures de l'église de plan octogonal Santo Sepulcro de Torres del Rio. La Reconquista. Plusieurs auteurs ont daté le début de la Reconquista, reconquête en français, en 722 et sa fin en 1492. Mais le mot Reconquista lui-même ne fut utilisé que longtemps après cette dernière date. Il réfère au retour de l'Espagne au sein du catholicisme qu'avaient adopté les Wisigoths bien tardivement et après l'avoir combattu. Pour suivre les différents États et les protagonistes de la Reconquista, l'image suivante montre la succession des différents rois et des différents royaumes impliqués, soit celui des Asturies, de la Galice, du Léon, de la Castille, de la Navarre et de l'Aragon. Les différentes couleurs réfèrent aux différents royaumes et aux principaux titres que portaient ces rois, plusieurs étant porteurs de plus d'une couronne. La Reconquista débuterait donc en 722, avec la bataille de Covadonga, dans les Asturies. Une petite troupe de 300 hommes, dirigée par Pelayo, un chef de guerre possiblement d'origine wisigothe, aurait vaincu des forces musulmanes 2 fois plus nombreuses. La légende en fait un fils de Favila, un noble de la cour de Witiza, le dernier roi wisigoth. Ce dernier aurait assassiné Favila à coups de bâton pour pouvoir abuser de son épouse. Le meurtre aurait eu lieu à Palas del Rey, palais du roi en galicien sur le Camino. Après cette victoire, Pelayo est proclamé roi de cette petite bande de terre dans les monts Cantabriques, pauvre et difficile d'accès, qui deviendra le royaume des Asturies, avec sa capitale à Cangas de Onís. Sous le règne de son gendre, Alfonso Ier, le royaume des Asturies s'agrandit rapidement, pour englober la Galice en 740, le Léon en 754, et il s'étendra jusqu'à la Rioja en 757 à la mort du roi. Son fils, Fruela Ier, prend alors le pouvoir et chasse définitivement les musulmans de la Galice. Il assassine son frère et meurt lui-même assassiné lors d'une révolte de nobles. Son cousin Aurelio et son beau-frère Silo lui succèdent. Le trône aurait dû ensuite revenir à Alfonso II, le fils de Fruela, mais son oncle, Moregato, saisit le pouvoir suite à une révolte de nobles. À la mort de Moregato,
le frère d'Aurelio est élu roi en 788 sous le nom de Vermudo Ier. Destiné à la carrière ecclésiastique, il fut surnommé El Diacono, le diacre. À cette époque, l'émir de Cordoue effectue des razzias en territoire chrétien. Une de ces razzias a lieu en Galice en 791 et, à leur retour, les forces musulmanes écrasent une armée dirigée par Vermudo à la bataille de la rivière Burba, là où se trouve actuellement Villafranca del Bierzo, sur le Camino. Devant cette défaite, Vermudo abdique et retourne à la vie religieuse. Charlemagne en Espagne. Il n'y a pas que dans les Asturies que les forces catholiques s'opposent aux musulmans. En 732, les Francs de Charles Martel avaient stoppé l'expansion musulmane en France à la bataille de Poitiers. Le petit-fils de Charles Martel, Charlemagne, roi des Francs et futur empereur d'Occident, reçut en 777 une ambassade du gouverneur musulman de Barcelone en guerre avec l'émir de Cordoue. Il lui offrit de venir occuper Saragosse en échange de son aide contre l'émir. Pour agrandir son royaume du côté de l'Espagne, Charlemagne envoya en 778 une armée franque sous les murs de Saragosse. Mais suite à un renversement d'alliance, cette dernière refusa de se rendre. Après avoir assiégé en vain la ville, Charlemagne décida de quitter l'Espagne, non sans avoir rasé les murailles de la ville de Pampelune, la principale ville des Vascons. Ces derniers attaquèrent et détruisirent l'arrière-garde de l'armée franque lors de sa retraite à travers les Pyrénées. Le lieu de la bataille reste encore incertain, mais la légende le situe à Roncevaux, la vallée de Ronce, nom qui n'apparaît dans la littérature qu'au XIIe siècle. C'est vers cette époque qu'aurait été écrite la chanson de Roland, qui relate la mort de Roland, un neveu de Charlemagne, qui commandait l'arrière-garde. Dans ce poème épique, Roland est attaqué par traîtrise par des Sarrasins, nom que l'on donnait aux musulmans à l'époque, et il périt avec tous ses hommes. Dans les nombreux mythes que la chanson de Roland a générés, Roland à l'agonie se désaltère à une source, brise son épée et Charlemagne, revenu en hâte sur les lieux, retrouve le corps de son neveu bien-aimé et l'enterre là où il l'a retrouvé. On retrouve donc sur le Camino Frances, à Roncevaux, l'authentique source où s'est abreuvé le héros agonisant. Ce serait sur l'emplachement de la chapelle Sancti Spiritus, où Roland aurait brisé son épée sur une pierre pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi et où il serait enterré. En réalité, cette très belle construction daterait du XIIe siècle et n'aurait servi de cimetière qu'à des pèlerins qui se dirigeaient vers Compostelle. L'expédition de Charlemagne en Espagne a donné naissance à d'autres mythes, comme ceux mentionnés dans les chroniques du pseudo-Turpin que l'on retrouve dans le Codex Calixtinus. Les chroniques du pseudo-Turpin, prétendument écrites par l'évêque Turpin, un proche parent de Charlemagne, est en fait un faux écrit au XIIe siècle. Dans ce document, on prête à Charlemagne la découverte du tombeau de Saint-Jacques. Un songe lui aurait indiqué que la Voie lactée menait au tombeau du Saint. Cet immense champ d'étoiles, ou Campus Stellae en latin, a été faussement considéré comme l'origine du mot Compostelle. Comme nous le verrons plus loin, l'invention du tombeau de Saint-Jacques est postérieure d'environ 40 ans à l'expédition de Charlemagne et il n'y a aucune évidence crédible de sa présence en Galice. Un autre mythe retrouvé dans les chroniques du pseudo-Turpin est le combat mythique de Roland avec le géant sarrasin Ferragut. Ce combat, qui aurait eu lieu à Nájera, opposait Roland et Ferragut dans un combat rappelant celui de David contre Goliath. Après un combat autant philosophique que guerrier, Roland triomphe sur l'infidèle. Sur le Camino, ce combat est illustré à plusieurs endroits. À Estella, on trouve une représentation du combat de Roland sur le chapiteau d'une des colonnes extérieures de l'actuel Museo Gustavo de Maeztu. Ce bâtiment, surnommé le Palais des Rois de Navarre, date de la seconde moitié du XIIe siècle et est un des très rares bâtiments civils de type roman encore debout en Espagne, alors que sur le Camino, on retrouve de nombreux bâtiments religieux de style roman. À Villamayor de Monjardin, on retrouve une autre représentation similaire de ce combat sur un chapiteau de l'église de San Andrés. Il est à noter qu'il y eut plus d'une bataille entre les Vascons et les Francs à Roncevaux.
Il y en a eu deux autres, en 812 et en 824. Dans la première décennie des années 800, Inigo Arista, un chrétien, s'impose comme chef de guerre dans la région de Pampelune. Né en 771, la légende veut qu'il était présent, à l'âge de 7 ans, aux côtés de son père lors de la première bataille de Roncevaux. Il s'empara du pouvoir, notamment avec l'aide de son demi-frère musulman, Musa ibn Musa. La mère d'Inigo était en effet remariée avec le roi musulman Musa ibn Fortune, qui régna de 770 à 802 sur les Banu Qazi. Les Banu Qazi étaient des descendants de nobles wisigoths qui s'étaient convertis à l'islam et contrôlaient tout le haut de la vallée de l'Èbre, incluant la presque totalité de la Rioja. En 824, ces derniers participent avec les Vascons à la troisième bataille de Roncevaux, qui amènera la consécration de Inigo Arista comme premier roi du royaume de Pampelune. C'est sous son règne, ou celui de son fils Garcia Iniguez, qu'est fondé le splendide monastère d'Irache, à proximité d'Estella, sur le Camino, lequel deviendra un grand hôpital pour les pèlerins dans les siècles suivants.